Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talking Positive Podcast, le podcast où l'on discute d'éducation bienveillante et positive des animaux. Et aujourd'hui, j'ai pris mes micros, direction l'Aveyron, et on va discuter de gestion des émotions et de communication animale avec Anaïs. Elle est surtout basée sur les équins, puisque tu as quand même pas mal de chevaux. J'espère que cet épisode vous plaira. Bon épisode à tous. Donc Anaïs, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pour commencer ? Alors mon parcours, donc je suis dans le monde du cheval depuis ma naissance, depuis le ventre de ma mère. Mon père a une ferme équestre dans le Cantal. Ok. Donc j'ai toujours grandi avec les chevaux, d'aussi loin que je m'en souvienne. J'ai commencé classiquement les cours à poney, passer les galops, enfin voilà, ce que tout le monde fait, on va dire, ce que tout le monde faisait, ce que tout le monde, une partie en tout cas fait encore, des cavaliers. Et donc j'ai évolué, j'ai passé les niveaux, et vers mes 10 ans, j'ai commencé à faire de la compétition sur une discipline qui s'appelle le trek. Okay. C'est une discipline vraiment tournée vers l'extérieur, la complicité avec son cheval en toutes circonstances, quoi. Je vais faire simple pour le moment. Et du coup, à ce moment-là, qui dit compétition dit stress, ouais. dit gestion du stress, et du coup ça, je pense, a un peu fait exploser mon hypersensibilité, et donc je suis rentrée dans plein de choses, dans un parcours équestre mais aussi personnel en fait, où mes émotions se sont très souvent invitées. Donc voilà, je faisais du cheval très régulièrement, j'ai commencé à sortir en compétition, j'ai rencontré mon cheval de cœur, Chicou, avec qui on a fait plein de choses. Moi j'étais hyper timide, hyper introvertie, et c'était vraiment pas écrit que j'allais faire de la compétition. Ouais. Et il s'est trouvé que j'en ai fait à haut niveau dans cette discipline-là, au niveau international. Donc ça a été des gros challenges, ça a été des grosses sorties de zone de confort. Et puis à l'époque, le monde du cheval, c'était forcément être enseignant ou guide de randonnée. Enfin voilà, il y avait quand même des cases assez normées à ce niveau-là. Donc moi, je voulais de plus en plus être dans le cheval. Et en même temps, ma famille me poussait à faire autre chose, quoi. Parce qu'on dit souvent que dans le monde du cheval, on ne gagne pas sa vie, que c'est... Voilà. En plus, on est une femme. il y a tout ce discours-là. En tout cas, il y avait tout ce discours-là à cette époque-là. Donc voilà, je me suis, en parallèle du cheval, je me suis formée. Au début, je voulais être prof, enseignante ou français ou avec les enfants, je ne savais pas trop, mais il y avait quand même quelque chose avec la transmission. Puis j'ai rebifurqué, je suis partie contre toute attente en STAPS, donc fac de sport, okay. En région parisienne, parce que c'était la seule fac en France qui proposait ça avec couplé au monitorat d'équitation. Je me suis dit, banco, j'aurai mon bac plus 3 et mon monitorat. Voilà, donc je suis partie là-haut. C'était, moi qui venais de la campagne, c'était 3 années assez intenses, mais je savais pourquoi j'y étais. Ça a été très riche, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a eu des challenges, voilà. Et du coup, après, donc, j'ai continué toujours un pied dans le cheval, mais un pied aussi ailleurs. J'ai longtemps été surveillante en lycée, donc toujours en lien avec l'éducation et le cheval. Tu as vraiment continué le parallèle des deux. C'est ça. Et donc à côté, moi je continuais le trek en compétition. J'ai entraîné aussi des chevaux d'endurance, pour la discipline de l'endurance, de façon professionnelle. On a amené des chevaux quand même assez haut niveau, donc ça a été aussi tout un autre apprentissage sur le cheval, et sur moi-même aussi, sur nos compétences, nos qualités physiques, comment entraîner vraiment, aller vraiment dans cet aspect du corps, quoi. Ouais, ok. Voilà, et donc le cheval était toujours là. Je suis revenue, après plusieurs épisodes de vie, je suis revenue dans le Cantal, à la ferme équestre. La question de reprendre la structure s'est posée, donc il y a quelques années maintenant. Et donc j'ai essayé, je me suis mis, j'ai pris vraiment ma casquette d'enseignante. Et donc j'enseignais à la ferme équestre, mais toujours avec un travail à côté. Et puis en fait, au bout d'un moment, il y avait quelque chose ça manquait de sens. En fait, je sentais que tout ça, c'était pas moi. Ouais.
Donc, il y avait des choses que je disais, c'était plus parce qu'on me l'avait appris et encore, je m'en détachais de plus en plus. Hein. J'étais déjà pas une enseignante classique, mais je sentais que quelque chose, il y avait un truc là, le chemin était pas le bon en fait. Ouais. Donc du coup, il y a eu un petit moment vers mes 30 ans où je suis sortie du monde du cheval, où je suis revenue sur la partie enseignement et j'ai tenté le concours de prof des écoles. J'ai appris plein de choses dans cet épisode-là, mais au final, le cheval revenait toujours. C'est à peu près dans cette période-là que je me suis formée à la communication animale, que je connaissais déjà avant, parce que je connaissais des proches qui avaient déjà soit pratiqué, soit fait appel à des communicants. Et puis voilà, je voyais que le monde du cheval changeait, qu'il y avait quand même des formations différentes. On pouvait être pas juste enseignant, quoi. Voilà, qu'il y avait des choses sur le comportement des chevaux, sur tout ça. Donc vraiment, j'ai ressenti l'appel des chevaux, toujours là, hein, mais un appel différent cette fois-ci, et avec la possibilité de vraiment être moi, quoi, dans ce milieu-là. Et, voilà. Justement, tu parlais de ta sensibilité tout à l'heure. Comment est-ce que tu penses qu'elle a impacté ta relation avec les chevaux ? Alors, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, l'émotion principale que j'ai vécue auprès des chevaux, ça a été la peur. Ouais. Ça a été la peur parce que les chevaux, c'est quand même des animaux... impressionnants. Ouais, impressionnants, imposants. Ils ont leur façon de communiquer qui leur est propre. C'est des animaux de proie à la base et nous, on est plutôt prédateurs. Enfin, en tout cas, voilà, on n'a pas le même rôle dans l'échelle naturelle. Et c'est des animaux qui réagissent très fort, quoi, à tout ce qui se passe autour d'eux, qui peuvent réagir très fort. Et du coup, la peur, parce que je montais à cheval, puis forcément, on prend des chutes. À l'époque, on disait qu'un bon cavalier, ça se jugeait au nombre de chutes, quoi. Enfin, voilà, c'est une belle hérésie, en tout cas dans ma vision des choses aujourd'hui. Mais du coup, moi, dès que je tombais, je me faisais hyper mal. Je savais pas tomber, donc je me faisais vraiment mal. Et donc, ça a augmenté cette peur. Et j'en suis venue à un moment donné, il y a même un moment où j'ai arrêté de monter à cheval, parce que, voilà, pour plusieurs raisons. Parce que ça me débordait, quoi, en fait, à chaque fois. Et je sentais qu'il y avait quelque chose que les chevaux nous disaient, mais qu'on comprenait pas, en fait. Et voilà. Et donc après, ça a été à moi, par moi-même, parce qu'à l'époque, comprendre ses émotions, c'était absolument abstrait. Donc il a fallu faire ce chemin par moi-même, inconsciemment, sans vraiment mettre des mots dessus, tout ça, mais voilà, transcender tout ça, en fait, parce que vu le parcours que j'ai eu, le fait de sortir en compétition, enfin, en fait, à un moment donné, il fallait que j'arrive à dépasser cette émotivité et surtout pour faire ce que j'ai fait, enfin, voilà, il fallait trouver des solutions, quoi. Oui, c'est sûr, pas le choix. Et je me vois dans ce que tu dis, parce que j'étais cavalière aussi avant quand j'étais petite, mais ma maman aussi, vachement, on avait des chevaux à la maison, et c'est une enseignante d'équitation qui m'a traumatisée, mais alors, elle m'a traumatisée, et j'étais toute petite, je pense que je devais avoir 7 ans, et à chaque fois que j'allais à l'équitation, le mercredi, j'y allais en pleurs, et au lieu de me rassurer, d'essayer de me dire, voilà, regarde, on peut essayer de mieux comprendre le cheval ou quoi, elle m'a poussée à monter, elle me dit, fais du 3 accéléré. Et donc je tombais, mais H24, il n'y a pas eu une leçon, je crois, où ma mère m'a pas vu tomber, et à un moment donné elle m'a dit c'est bon, on arrête, et depuis, impossible, quoi. Vraiment, ça m'a braqué avec les chevaux, et pour l'instant j'ai pas réussi à remonter à cheval depuis, quoi. Je comprends, et il y a encore toute une génération d'anciens moniteurs que j'ai bien côtoyés, et qui on était dans une équitation qui était encore un peu utilitaire, un peu on a toujours fait comme ça, donc on fait comme ça. Ça, on le retrouve dans tous les secteurs, de toute manière. Oui, clairement. Surtout en lien avec l'éducation. Mais c'est vrai que, voilà, moi, je vois beaucoup de gens, beaucoup de femmes, plutôt des femmes, d'ailleurs, de différents âges, qui racontent des événements comme tu racontes toi, parce que c'était... Voilà. Ah oui, non, les cours, c'était pas forcément tout le temps fun. Puis je sais que même dans mon cours à moi, j'étais pas la seule à finir tous les cours en pleurant, quoi. Et c'est dommage d'instaurer ce lien-là avec le cheval, parce que c'est quand même super animal à la base. Surtout que moi, j'avais un double poney chez moi. Je l'avais pris parce que justement, j'aimais monter, que ma mère aussi. Et ça m'a dégoûté complet, quoi. Et c'est trop dommage d'en arriver là. Mais de toute façon, ça, les animaux, c'est très récent, hein, qu'on essaie de les comprendre un petit peu mieux que ce qu'on pensait. C'est clair.
Et j'espère que ça ira mieux. Ouais, ça ira mieux. Et du coup, comment justement tu l'as transposé ensuite à ta profession et comment ça se ressent dans ta manière maintenant de faire? En fait, déjà, dans la partie de ma vie où j'ai vraiment enseigné, j'essayais déjà vraiment de... Alors, j'avais pas cette lecture subtile des chevaux que j'ai aujourd'hui. Quand je dis subtile, c'est autant sur le plan vibratoire, énergétique, communication animale, mais autant sur tous les signaux fins que le cheval nous envoie, qu'on trouve aussi dans le chien. Ah oui. Et on est un peu en retard dans le cheval, oui. Voilà. Et même dans le chien. On est en retard partout. Oui, on est en retard partout, on est d'accord. On est d'accord. Mais j'avais pas encore tout ce bagage-là. Mais je prenais le temps, en fait, d'être à l'écoute de mes ressentis malgré tout, même si j'expliquais pas trop. Mais voilà, j'aimais pas quand je sentais qu'à un moment donné, le cheval refusait vraiment de faire quelque chose. Enfin, j'ai jamais été pour pousser à fond. Alors, je dis pas que je l'ai pas fait, hein, parce que clairement... Mais déjà, c'est ce qu'on nous a appris, donc on l'a appliqué pendant longtemps avant de comprendre et de s'éloigner du schéma quand on nous enseigne. Hein, C'est ça. Mais déjà, de toute façon, depuis toute petite, moi je me rappelle, j'avais une ponette, une petite ponette qui s'appelait Chloé. Chloé, elle passait tout le temps sous les fils. Donc déjà, j'étais toute petite et mon père, il me disait toujours, vas-y, toi Anaïs, va la chercher parce qu'au moins avec toi, elle vient, quoi. Ouais. Et voilà, quand il y avait un cheval un peu compliqué, c'était toi, vas-y, va le chercher au pré. vas-y. Parce qu'il y avait cette sensibilité qui me reliait à eux, du coup, et qui faisait que il y avait un endroit où on se rejoignait. Mais moi, j'avais pas du tout conscience j'avais pas cette lecture-là, mais voilà, intuitivement, il y avait quand même déjà ce truc qui faisait que il y avait une compréhension qui était qui dépassait un peu le raisonnement, quoi. C'est vrai que quand on a un être... Enfin, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, toi, tu dois être une bonne personne, le chien s'approche de toi ou l'animal s'approche de toi. » C'est peut-être aussi justement cette question de sensibilité-là où on va faire vachement attention aux signaux aussi de l'animal et apprendre à reculer ou pas forcément aller mettre les mains. Voilà. Et pas forcer le contact. Et je pense que c'est ce qui fait aussi vachement qu'un chien ou qu'un autre animal va pouvoir se rapprocher un petit peu plus. T'as beaucoup parlé donc de l'importance de la gestion des émotions dans la relation avec le cheval. Pourquoi ? Parce que ça impacte... Tes émotions ont tendance à impacter ton cheval quand tu le montes beaucoup ? Oui. En fait, il faut savoir que le cheval, donc c'est un animal de proie. Donc déjà, il a des sens hyper aiguisés. Il est capable de ressentir quand un prédateur va arriver. Enfin, dans leur mode de vie classique, il y a toujours un cheval qui fait un peu le guet, qui va être... qui surveille pour les autres. Et ils sont à l'affût de tout, en fait. Et eux, la première chose qu'ils vont capter, donc il y a... l'audition, ils entendent, ils ont une audition très fine, il y a la vision, qui est totalement différente de la nôtre, mais voilà, l'olfaction, et ils ressentent aussi, il y a ce sixième sens qu'on dit chez tous les animaux, mais ils ressentent très fort, et en fait, si dans le troupeau, si un animal commence à avoir une émotion, quelle qu'elle soit, tous les autres vont se brancher à cette émotion parce qu'en fait s'il y en a un qui a peur de quelque chose et s'il y en a un qui se dit non moi j'ai pas peur, s'il y a un prédateur qui arrive il va se faire bouffer en fait. C'est ça. Donc pour eux les émotions ça relève de la survie, donc ils sont hyper connectés à leurs émotions, hyper connectés aux nôtres, sauf que nous on n'est pas du tout au clair avec ça. Pas du tout, et pour eux une émotion qui est pas vécue pleinement, c'est stressant en fait pour eux, parce que si nous on arrive énervé de quelque chose, mais eux ils savent pas pourquoi en fait. Donc eux ils vont juste capter notre état émotionnel et ils vont se dire oh là là, c'est pas fiable du tout cet humain là. non, moi je veux pas travailler avec cet humain, et du coup ça va entraîner des problématiques, sauf que le stress, les peurs, la colère dans notre mode de vie, on en vit, on n'a pas le choix. Voilà. Et il y en a, où le verre est plein depuis longtemps, et le cheval nous le renvoie, en fait, parce que pour lui, il a besoin qu'on soit au clair sur ça pour pouvoir relationner dans une connexion vraiment profonde avec nous. Et donc, si on sait les écouter, si on sait les lire, ils vont nous renvoyer toujours à nos blocages intérieurs, en fait. Parce que le cheval, c'est un animal... tout ce qu'il veut, lui, c'est être en paix, en fait. C'est un herbivore, c'est des chevaux, c'est des animaux paisibles, pardon. Ils réservent leur force pour si jamais ils sont attaqués, en fait. Donc un cheval juste pour le plaisir à l'état naturel, il va pas galoper, sauf des jeunes chevaux qui vont jouer, tout ça. Mais ils préservent leur force, et donc ils
ils privilégient le confort et l'économie, en fait. Oui. Donc, eux, ils veulent que tout se passe bien, en fait. Hein. Un cheval qui va vraiment se mettre en attaque ou en fuite très forte, c'est parce qu'il a pas le choix que de faire ça. Il a essayé tout ce qu'il pouvait avant. Ouais, en c'est fait. ça. Voilà. Et donc, les chevaux, en fait, voilà, voilà, si l'humain est stressé sur son dos, Oui, ça peut vite partir en vite spirale. partir en Et spirale, ouais. voilà. Non, mais c'est marrant parce que ce que tu dis, on le ressent beaucoup en éducation canine. Moi, je m'identifie plus pour l'instant au chien parce que c'est ce dans quoi je bosse. Mais pareil, on dit souvent aux gens, quand vous avez une rencontre interchien, parce que c'est des choses qui stressent beaucoup les gens, Oui. si vous, déjà, vous êtes en panique, vous dites « Attention, il y a un chien qui arrive, etc. » Bon, bah là, tout le monde se met en alerte et c'est pareil. Ça. Et c'est des éponges. C'est vrai que c'est pour ça, c'est vraiment des éponges. Dans le monde équestre, on entend souvent dire qu'il faut que le cheval nous respecte. Quelle est ta vision de ce concept et pourquoi penses-tu que cette notion de respect, elle est souvent mal interprétée ? Alors, le respect, déjà, il faut savoir qu'un cheval, il n'a pas les mêmes capacités cognitives que nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est moins intelligent, c'est pas ça que je suis en train de dire. Oui. Mais ils ont toute une partie du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal qui n'est pas développé comme chez l'humain ou certains autres animaux chez qui c'est un peu plus développé quand même. Donc, il n'y a pas la capacité de réfléchir et de... ils peuvent pas établir de stratégie en fait comme nous on va dire je vais faire ça pour arriver à ça. Voilà, il y a des liens de pensée que eux n'ont pas. Il y a quelque chose, une forme chez eux de pensée qui est très brute, très instinctive, quoi. C'est il se passe ça, je réagis comme ça, mes émotions me dictent ça, j'agis, quoi. Et donc cette notion de respect, c'est très humain. Oui. Voilà, entre eux c'est une hiérarchie, c'est un équilibre entre chaque individu. Y a toujours un cheval qui va être dans le troupeau dominant, mais qui du coup a beaucoup de responsabilités. Et il y a des chevaux qui sont plus suiveurs, mais on parle beaucoup de leadership aussi, et on se trompe aussi beaucoup, ça, on le met en lien avec le respect, et on se trompe beaucoup parce qu'on dit oui, sois le leader de ton cheval, sauf qu'en fait, dans un troupeau de chevaux, il n'y a pas un leader. Le rôle de leader, il se dispatche au long de la journée, il y en a un qui a soif, il va prendre le leadership, en fait, j'ai soif, je vais boire, si les autres ont soif, ils vont le suivre, en fait. Et donc, toutes les interactions se font, c'est pas une notion de respect. Et nous, on dit, bah oui, ton cheval, il te respecte pas, il te marche dessus, il te bouscule. Et en fait, pour lui, c'est pas ça, c'est juste que il connaît pas nos codes, en fait. Oui. C'est juste ça. Et il a besoin d'apprendre, et on a besoin d'apprendre comment lui, il communique, et c'est quoi qui mettent en place entre eux, en fait, pour justement... on voit pas des chevaux venir marcher... Enfin, on voit pas un cheval aller marcher sur un autre, à moins d'être dans un combat, sur ce qu'on ne voit plus à l'heure actuelle. Ou si vraiment il y a une attaque ou une agressivité... il y a toujours toute une progression de comportement avant qu'il y ait du contact, en fait. Et nous, les humains, on est des êtres de contact. Et c'est dans notre nature que d'aller au contact, sauf que les chevaux, non, quoi. Et du coup, nous, on est tout le temps on est très intrusif, on est tout le temps en train d'aller dans dans la zone du cheval, et on voudrait que lui respecte notre espace. Mais il y a ce chemin à faire de comprendre que, oui, tu veux que ton cheval te respecte, dans notre langage à nous, ok, mais commence déjà toi par le respecter, en fait. Ouais, c'est sûr. Voilà, et c'est en ça où il y a beaucoup de méthodes dans les courants assez récents, où voilà, on parle de respect, tout ça, et je trouve que c'est... faut faire attention à ce qu'on met derrière. Ouais. Selon toi, pourquoi est-ce que c'est autant important d'intégrer du coup justement l'émotion dans la relation avec le cheval et l'effet que ça peut avoir d'une meilleure gestion émotionnelle sur le bien-être du cheval comme du cavalier ? Alors, donc déjà, comme je disais, les chevaux, ils sont toujours tout le temps au contact de leurs émotions. Une émotion, en fait, c'est du latin emovere, je sais pas si je le prononce très bien, mais grosso modo, on vit quelque chose, ça nous fait ressentir, on ressent des émotions tout le temps, tout au long de notre journée, qu'on en soit conscient ou non, c'est non-stop. Sauf qu'une émotion, elle n'est pas faite pour rester. Ça doit durer quelque temps, c'est censé sortir par le corps, par le mouvement, et du coup, pour qu'elle puisse être régulée et libérée, en fait. Sauf que nous... nos émotions, on ne sait pas forcément ce qu'elles veulent dire. Quand on est en colère, on a tendance à garder pour nous. La peur, pareil, on garde. Même la joie, en fait, on se rend compte qu'on est dans une société où on ne fait pas de vagues, en fait. Oui. Et même la joie, on ne l'exprime pas. Et donc, chaque émotion qui ne va pas être exprimée, déjà, crée des tensions
dans le corps, énergétique, psychologique, et crée une incohérence entre ce qu'on ressent, ce qu'on est et ce qu'on fait. Et ça, pour le cheval, en fait, s'il n'y a pas cette... ce qu'on appelle la congruence, si c'est pas aligné les trois, pour lui, ça n'a pas de sens, en fait. Sauf que nous, nos émotions, la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'elles veulent dire, on n'a pas conscience qu'on a des émotions qui sont là depuis des années et qui nous parasitent, en fait. Et donc, on agit. Donc, par exemple, dans le monde du cheval, on a beaucoup dit « montre pas que t'as peur ». Oui, montre pas, mais il le ressent fois 1000. Alors, oui, je suis d'accord sur le fait de... On peut essayer de vaincre sa peur en se disant je vais faire comme si j'avais confiance. Mais sauf que faut y croire vraiment, quoi. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais donc, ça va vraiment impacter le cheval. Le cheval, lui, il ressent qu'on n'est pas au clair, en fait. Et ça, une grande partie de la population n'est pas au clair. Et donc, lui, ça va aussi lui générer des émotions chez lui. Puis plus il est avec des humains, on va dire, instables émotionnellement, plus ça casse le lien, en fait, et le lien de confiance. Ouais. Et du coup, le cheval va se mettre un peu en retrait, en fait. Les chevaux intériorisent beaucoup, soit ça va être un cheval qui va être vraiment en défense à chaque fois, ce qu'on appelle un cheval rétif. Il va dire non à chaque fois. Soit c'est un cheval qui va intérioriser, se résigner et faire parce qu'il a compris que de toute manière, il n'avait pas le choix. Ouais. Même si on a l'impression d'avoir des méthodes assez douces, hein, si on vit des émotions très fortes, qu'on a des accès de colère plus ou moins maîtrisés, ça impacte le cheval, en fait. Et ça impacte le cheval et cette notion d'émotion, en fait, peu importe la technique qu'on utilise, moi, ça a été mon chemin, parce que j'ai essayé plusieurs méthodes, entre guillemets, plusieurs approches, donc, dans ces dernières années, dans tout ce qui est courant dit éthologique, où je remarquais un changement quand je mettais ça en place, et puis assez vite, en fait, je retombais dans les mêmes travers. Parce qu'en fait, j'avais cette hypersensibilité que j'avais plus jeune, je l'ai un peu cadenassée. Et pour me conformer, j'ai tout mis de côté, en fait, et tout mis sous le tapis. Sauf que c'était là, ça tapait à la porte tout le temps, surtout avec les chevaux. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, si on veut vraiment avoir une relation et surtout une connexion profonde avec le cheval, il faut savoir qu'est-ce qu'elles nous disent, nos émotions. Il faut qu'on arrive à avoir cet équilibre, en fait, entre ce que je disais, ce qu'on ressent, ce qu'on fait et ce qu'on pense, quoi. J'ai vu que tu proposais des stages de communication animale. Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, ensuite à tourner vers ça et comment ça a transformé ta manière de travailler ? Du coup, la com animale, ça faisait un moment que j'en entendais parler. Alors, j'étais assez cartésienne à la base. Avec pourtant certains membres de ma famille qui étaient déjà dans des courants un peu ésotériques et dans une sensibilité différente, on va dire, que j'avais du coup un peu rejetée. Et moi, je crois ce que je vois. Voilà. Et donc, j'avançais là-dedans. Puis bon, j'avais entendu parler de la com animale, ça me paraissait totalement fou. Et puis, j'ai mon deuxième cheval, Urias, qui était un cheval compliqué, clairement. Je sortais du monitorat. On n'arrivait pas à se comprendre, en fait. Alors que pourtant, j'étais censée avoir toutes les techniques, toutes les cartes en main. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Je fais quoi avec ce cheval ? Enfin, donc, on a passé plusieurs tempêtes. Voilà. Ça a été un chemin assez dense. Et puis, un jour, je me suis dit... un jour, j'ai senti qu'en fait, c'était un peu je sentais que c'était la dernière carte à jouer, en fait, la com animale. Et donc, je suis allée faire un stage pour me former. Découvrir et me former, enfin voilà, en étant je veux expérimenter, en fait. Ça a été 2 jours il y a eu un avant et un après où là je me suis dit, mais en fait c'est quoi ce monde, c'est quoi cette porte que je viens d'ouvrir, c'est quoi ce monde, mais pourquoi on nous cache ça? Bon, pas forcément qu'on nous le cache, mais et là ça a été de me dire, mais waouh, en fait ça a mis déjà beaucoup de compréhension sur tout ce que j'avais vécu dans ma vie. Sur le fait que je ressentais tout très fort, autant dans mes émotions que dans mon corps. Et ça m'a vraiment fait comprendre, en fait, que la communication, elle était mais sur bien plus de plans qu'on ne pouvait imaginer. Et c'est hyper vaste, en fait. Un problème, il y a vraiment plein d'angles différents pour le prendre. Et la com animale en est un.
Et souvent, les choses qu'on n'explique pas... donc je parle des chevaux, mais un cheval qui a un comportement qu'on n'explique pas, on a éloigné les causes vétérinaires, il a vu l'ostéopathe, il a vu différents thérapeutes, des choses qu'on n'explique vraiment pas. Comme animal, on dénoue des choses qu'on n'aurait pas pensé, en fait. Voilà, les chevaux sont très en lien avec nous. Comme tous les animaux, il y a cet effet miroir, en fait, où le cheval, chaque animal, mais le cheval prend beaucoup de choses pour nous, émotionnellement, en fait. Et ça joue énormément dans ce que eux vivent et la relation. Et ça, et du coup, en fait, au fur et à mesure, moi, j'ai beaucoup pratiqué pour moi, pour des amis. Puis, en fait, ça m'a paru évident que c'était quelque chose que je devais ajouter à ma pratique pro. Et donc, et puis parce que je me rendais compte en séance avec des gens, en fait, c'est que le nombre de fois où il y avait un problème vraiment dans le vibratoire, dans toute cette partie vibratoire, ben c'était quasiment tout le temps, en fait. Et oui, je pouvais agir sur tout le reste, mais si on n'allait pas vraiment échanger aussi subtilement avec l'animal, on restait dans des blocages, en fait. Ouais, ok. J'ai vu aussi que tu parlais à un moment donné sur un de tes posts d'une bulle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que tu veux dire par là ? Une bulle de distance justement autour de ton cheval, etc. Oui, alors, je sais plus si c'était vraiment axé sur la com animale, ce concept-là. Non, il y a moyen que ouais. non. En fait, c'est l'idée... Alors, ça rejoint un peu la notion de respect qu'on me disait un peu plus tôt. C'est qu'en fait, moi, j'aime bien déjà comprendre qu'on a notre corps physique, mais on a plusieurs enveloppes énergétiques, ce qu'on va appeler l'aura, ou voilà, les corps subtils, qu'on a nous, que l'animal a, que les végétaux ont. Et donc, c'est un peu imaginer que on forme une bulle, alors, la forme qu'on veut. C'est notre espace, en fait, c'est notre espace vital. Et dans chaque interaction qu'on va avoir, soit avec des humains ou avec des animaux, nos bulles s'entrechoquent, en fait, à chaque fois. Et moins on se connaît, et plus cette bulle, elle est fragile, en fait. Et du coup, moins on rayonne, et plus on se laisse... inconsciemment, mais on va se laisser influencer ou impacter par l'autre, humain ou animal. Tandis que le cheval, son énergie, sa bulle, elle est là, en fait. Il est tout le temps en présence avec lui-même, il est tout le temps ici et maintenant, alors que nous, on est là, on est à notre liste de courses, on est au programme du week-end suivant, enfin voilà, on est rarement vraiment là. Et du coup, on se disperse. Et on incarne rarement, enfin, je dirais pas rarement, mais c'est pas naturel, c'est plus naturel d'incarner vraiment qui on est et notre espace, en fait, tout notre espace physique et subtil. Et dans la relation avec le cheval, ça va être hyper important. Et si t'es un peu à côté de tes pompes, le cheval, il sent qu'il y a une faille, en fait, dans laquelle il peut s'engouffrer. Il sent, c'est très instinctif, ça. Tu proposes aussi du coup des ateliers émotionnels. Qu'est-ce que vous faites pendant ces ateliers ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors l'idée pendant ces ateliers, il y a quand même toute une partie centrée sur l'humain, qui est déjà de comprendre ce que c'est une émotion. Donc déjà, voilà, parler de cette définition, des émotions principales, des émotions secondaires. Qu'est-ce que chaque émotion, quel est le message des émotions, en fait, chacune qui se présente. Comment déjà réussir à mettre de la conscience sur ça, en fait. Et dans ma pratique, vraiment, les piliers, c'est comprendre là où les émotions, être en mesure d'accueillir ce qui est, pour pouvoir se libérer, en fait, des émotions qui sont déjà là depuis longtemps, puis des émotions qui arrivent au fur et à mesure, et ensuite de pouvoir se réguler, d'apprendre à réguler son intelligence émotionnelle, en fait, pour... en fait, la vie, c'est tout le temps des vagues. Enfin, je veux dire, c'est pas linéaire, on ne sera pas tout le temps heureux. Et pour moi, le but de la vie, c'est de réussir à être heureux quoi qu'il se passe, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ça, cette agilité émotionnelle, en fait, ça va permettre ça. Donc, on va vraiment démystifier un peu l'émotion, comprendre que c'est naturel, chaque humain en a, et qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'on est invité à en faire nos alliés, en fait.
Voilà. Et du coup, c'est quoi les techniques pratiques que tu utilises pour aider les participants à atteindre cette connexion émotionnelle justement pendant tes stages? Alors déjà, une émotion, ça passe par le corps. Donc déjà, c'est revenir à son corps. Ok. C'est-à-dire qu'on est beaucoup à pas être vraiment dans notre corps, à pas être au contact de nos ressentis. Je veux dire, on a tous eu ce truc où on rentre dans une pièce, puis d'un coup, on se sent pas très bien, on parle à une personne, il y a un truc qui nous dérange. Ou alors, à l'inverse, on sent que ça m'attire vachement, mais on n'y fait pas attention, en fait, à tout ça. Et ça, c'est des messages, déjà, de notre corps. Et c'est déjà revenir, notamment par ce qu'on va appeler le body scan, c'est une sorte de méditation, relaxation, où on va aller scanner toutes les parties du corps, vraiment poser l'attention et l'intention d'être en conscience avec nous-mêmes. Ça va être une première étape. Après, ça va être de comprendre que les émotions qui sont là depuis longtemps, elles ont besoin de sortir. La colère, par exemple, c'est une émotion qui invite à la prise de décision, qui invite à se positionner. Mm-hmm. Et c'est une émotion pour être libérée, régulée au moment M, il y a besoin qu'on bouge, en fait. Et donc, ça va être par des techniques où, alors, notamment... je parle beaucoup du système nerveux aussi. Et donc, on va beaucoup aller dans le corps, en fait. Donc, sur certains petits exercices, il y a ce qui s'appelle du shaking, par exemple, pour évacuer de la colère. On va un peu se secouer comme ça. Des exercices tout simples, hein, mais se prendre dans les bras, se faire un câlin. Enfin, revenir à son corps, en fait. Ramener cette présence-là et progressivement se sentir en sécurité dans son corps, parce que souvent on ne se sent pas en sécurité dans son corps, parce qu'on nous a appris à ne pas écouter nos ressentis. Donc inconsciemment, il y a un truc qui se dit en chacun de nous, c'est que non, mes ressentis ne sont pas justes, parce que depuis mon enfance, on me dit que soit je suis trop, soit je suis... Voilà. Et donc on met tout ça à distance, et pour nous, c'est un danger, en fait. Ouais. Et c'est comprendre qu'en fait, non, c'est pas un danger, c'est notre boussole, en fait. Au final, tu travailles déjà beaucoup sur tes stagiaires. Est-ce que tu travailles avec tes chevaux à toi, du coup? Est-ce qu'ils entrent en contact à un moment donné avec tes chevaux, ou est-ce que tu travailles avec les leurs? Alors actuellement, je ne travaille qu'avec les leurs. Mm-hmm. Je suis vraiment axée là-dessus pour le moment. Je me suis formée l'année dernière au coaching assisté par le cheval. Donc ça ouvre d'autres portes, justement avec la possibilité de faire avec mes chevaux, mais ça c'est encore quelque chose que voilà, je vais développer tranquillement. Pour le moment je reste sur... je vais évoluer déjà tout ce que je proposais jusqu'à présent, mais avec une approche différente. Mais à l'heure actuelle, non, je ne fais pas avec mes chevaux. Alors... je le fais ponctuellement, j'en parle pas encore beaucoup, mais c'est quelque chose que j'aimerais, oui. C'est quelque chose que j'aimerais. Ouais. Et justement, vu que toi, à un moment donné, tu nous disais que ton premier ressenti avec les chevaux, c'était de la peur. Est-ce que tu as eu des demandes pour essayer justement d'arrêter cette peur, ou d'essayer de recréer un lien avec l'animal? Oui, ça arrive assez fréquemment que j'ai des... Alors ça m'arrive moins maintenant, mais il y a une époque où oui, je rencontrais beaucoup chez les cavalières et cavaliers que j'accompagnais la peur. Ouais. Parce que on attire ce qu'on vibre. Et quand on a dépassé cette peur, on va attirer des gens qui cherchent ça, en fait, qui cherchent à... qui cherchent à apaiser cette peur, et donc intuitivement, on se tourne vers quelqu'un chez qui on sent que ça a été au moins en partie dépassé, quoi. Donc oui, mais ça a mis du temps aussi pour moi à comprendre vraiment quels étaient les mécanismes, en fait, qu'est-ce que ça venait activer, autant sur le plan équestre que sur le plan personnel, et les blessures d'enfance et tout ça. Ça a été vraiment un chemin, hein. Je suis encore dessus, hein. Mais effectivement, ouais, la gestion de la peur du cheval et du cavalier, c'est quand même quelque chose qui est assez... qui revient souvent. Et ça a été quoi la plus grosse transformation que tu as pu voir justement parmi tes élèves? Alors, déjà, il y a des transformations qui peuvent se faire vite. Ouais. Mais pour moi, ce chemin, c'est quand même un chemin qui prend du temps. Parce que ce retour à soi et au corps, à son corps, dans sa pratique équestre, mais aussi dans sa vie de tous les jours, c'est pas juste des astuces et des techniques, en fait. C'est quelque chose qu'on on ressent et qu'on va... qui se vit en profondeur si on veut vraiment avancer, en fait. Et
pour moi, ça va... Enfin, c'est différent chez chacune, mais par exemple, j'ai une cliente récemment, suite à... Enfin, c'est pas que ça, mais à l'issue d'un accompagnement qu'elle a fait avec moi, elle m'a dit, ça y est, c'est fini, j'arrête mon travail, je me réoriente et je fais enfin mon métier passion, quoi. Et parce qu'elle s'est reconnectée à son corps, et son corps lui a dit clairement stop. Ouais. Tu vas faire un burn-out dans ton métier, change de métier. Il faut que tu arrêtes. Et ça va être ça va être sur des transformations... il y a certaines transformations équines en lien avec le cheval qui sont... voilà, on voit le cheval se détendre, on voit le cheval enfin regarder son humain vraiment et comprendre que, ça y est, il commence à... Il comprend ce que je lui raconte. Ouais, ça y est, il comprend ce que je lui raconte. Mais je pense que moi, ce qui me touche le plus, c'est des transformations qui touchent tous les plans de la vie, en fait. Oui. Que ça ne s'arrête pas juste à la relation avec le cheval, mais que ça percute un petit peu tout ça. Donc, tu organises de nombreux ateliers et stages. À qui s'adressent ces formations ? Est-ce qu'un participant qui ne connaît pas forcément grand-chose au cheval, est-ce qu'il peut venir participer quand même ? Alors, donc à l'heure actuelle, je choisis là ouvertement de dire que j'accompagne les femmes. Okay. Voilà, parce que de toute manière, c'était 98% de ma clientèle. Mais là, voilà, du coup, je mets vraiment le focus sur les femmes. Plutôt les femmes propriétaires de leur cheval. Parce que j'ai envie de personnes qui ont à cœur de s'engager et avec qui, voilà, il y a un lien, quoi. Voilà, donc des cavaliers de club... on va dire, qui changent de cheval tous les 4 matins, c'est plus ce qui m'intéresse. Donc les femmes propriétaires de leur cheval, ou qui ont un cheval avec qui elles relationnent quand même beaucoup, et qui a vraiment un lien. Ça, c'est vraiment pour les accompagnements équestres. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau technique... particulier. Non. Je peux avoir des demandes sur des personnes qui sont déjà bien avancées au niveau de la technique et qui, justement... se disent, mais j'ai essayé plein de choses au niveau de la technique, mais ça bloque encore. Mais c'est quoi le problème, en fait ? Et le problème, il se joue... c'est intérieur, en fait. Mais voilà, ça peut être vraiment... Enfin, peu importe l'objectif, que ça soit pour juste pouvoir se balader en main avec son cheval. Enfin, voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas de niveau. Moi, l'important, c'est vraiment de se faire plaisir et faire ce qui est juste pour nous, quoi. Et sortir de ce truc de, oui, je vais faire comme les autres me disent. Et après... dans tout ce que je vais amener dans les années à venir sur l'équi-coaching, là, ça sera vraiment ouvert donc toujours aux femmes particulièrement. Mais je suis tout à fait OK pour travailler avec des hommes qui ont le courage d'aller vers leur sensibilité. Et ça sera vraiment ouvert à toutes les femmes, pas forcément des femmes cavalières, en fait. Oui, ok. Là, pour l'instant, tu es centrée vraiment sur cette relation humain-cheval, et ensuite, c'est quand même quelque chose qui t'intéresse de dériver un peu plus. Toujours avec le cheval, avec le cheval, mais de l'amener autrement, Ok, je vois. C'est ça. Et du coup, donc j'ai dit qu'on était en Aveyron, tu vas sur quelle zone, là, actuellement ? Alors, actuellement, je reste... donc, je suis à Villefranche-de-Rouergue, je reste dans un périmètre d'1 heure... autour d'ici, parce que donc depuis 2 ans j'ai ma petite fille qui fait que je suis moins mobile. Avant je me déplaçais sur Albi, j'avais des projets sur Toulouse, je vais beaucoup dans le Cantal toujours parce que j'ai ma famille. Voilà, mais donc je suis quand même autour d'1 heure de Villefranche-de-Rouergue. Pour ce qui est du présentiel. Après, pour des stages, vraiment, quand on est sur au moins une journée, voire 2 jours, là je peux me déplacer plus loin. Il faut savoir que je reprends mes activités vraiment à 100% juste depuis cette année. Donc je suis en train aussi de réorganiser pas mal de choses. Donc ça suit son cours, mais je peux me déplacer jusqu'à Toulouse, je peux... Et du coup, pour les personnes intéressées, où est-ce qu'on peut s'inscrire ? Alors, je fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc, Donc, on vous les mettra en description. Voilà. Facebook, Instagram. J'ai un site internet aussi, mais je suis en train de le retravailler. Donc, pour le moment, voilà. Après, par téléphone directement aussi. Bon, on vous mettra tout ça en description. Est-ce que, du coup, depuis ton avancée, déjà, comment l'a vécu ta famille ? Alors, j'ai toute une partie de ma famille qui était déjà ouverte à tout ça, mais c'est des générations différentes quand même. Voilà. Après, j'ai toujours été... je me suis toujours sentie différente. J'étais toujours celle dans la cour de l'école qui était un peu seule,
Enfin, voilà. Et dans ma famille aussi, je sais que, quand je parle de comme animal, quand ce que je fais, en fait, ça paraît pas très concret. Et voilà, donc c'est des fois difficile à comprendre. Et ma famille, celle qui est plutôt ouverte à ça, en fait, elle c'est surtout quand moi je fais par exemple une com avec un de leurs animaux, elle me dit ah oui, d'accord. Ouais, ok. Ok. C'est de voir les résultats qui finissent de les convaincre, en fait, Ouais. au final. Ouais, c'est ça. Et ça t'arrive justement d'être appelé par des pensionnats ou des centres équestres ou des personnes professionnelles du métier équin qui se tournent vers toi pour de l'aide, justement? Alors, oui. Alors, je me rends compte que j'ai de plus en plus de femmes dans ma clientèle qui sont professionnels du monde du cheval. Alors sur d'autres métiers, par exemple des personnes qui ont des pensions de chevaux, oui. qui sont podologues pour les chevaux, qui travaillent déjà sur l'éducation du cheval, mais donc oui, c'est plus en individuel plutôt que des structures. Ok. Voilà, après moi dans les stages que je fais, j'interviens quand même beaucoup sur la structure de mon père dans le Cantal, alors avec une partie de sa clientèle mais pas que, aussi c'est ouvert à tous. Voilà, c'est parce qu'il y a la structure qui est là et dont je peux bénéficier. Et je suis en train de faire un partenariat avec une structure dans l'Aveyron pour pouvoir organiser ici, parce que moi, j'ai pas les infrastructures. En tout cas, pour la partie vraiment purement équestre. Ouais. Et je ne sais plus ce qu'on disait. Non, je t'ai demandé si justement tu avais des professionnels de type pension, grosse structure qui étaient venus vers toi. Ouais, non, c'est plutôt en individuel, parce que j'ai mis longtemps avant de me dire Manaïs, fais vraiment ce qui t'appelle toi. Parce que je voulais encore faire de la rééducation de chevaux, faire un peu ce qui est admis. Voilà. Le monde du cheval est en transition. Mais il y en a qui sont plus ou moins avancés dans cette transition. Et c'est vrai que j'essayais encore de me mettre... c'est pas au niveau, parce que c'est pas une histoire de niveau. Non, c'est mais... plus dans les clous, c'est dans ce qui était plus toléré par le monde actuel équin, pour pouvoir rentrer aussi. C'est ça. Après, ça paraît aussi ça paraît normal aussi. Moi, je vois beaucoup dans le chien, on rentre d'abord par force en disant les vétérinaires valident l'éducation bienveillante, et puis après on approche aussi nos trucs un petit peu plus qui paraissent un peu plus farfelus en disant regardez, ça peut être bien aussi. Ouais. Mais tout ça, c'est une histoire de légitimité, se sentir légitime à ce qu'on fait. Clairement. Et et dépasser ça et se faire confiance. Et ça, c'est un chemin. Et c'est sûr que du coup, tu nous dis que tu as eu d'abord ce truc-là d'hypersensibilité et tout, d'arriver quand même à monter tout ce que tu es en train de faire. C'est quand même un chemin assez impressionnant. Et du coup, tu nous as parlé un petit peu des projets que tu avais à l'avenir. Est-ce que tu en as encore d'autres que tu gardes secret? Alors, je me fais... du coup, j'ai en réalité mon entreprise... en tant qu'indépendante, j'ai pas exercé très longtemps parce que je suis très vite tombée enceinte. Ouais. Quand j'ai eu ma fille, après ça a été un chemin initiatique, on va dire ça comme ça. Là je me sens enfin prête à me rouvrir à l'extérieur et aller à nouveau œuvrer pour ce pourquoi je suis ici, en fait. Et j'ai fait le choix de me faire accompagner donc par une super coach qui est vraiment spécialisée pour les entrepreneurs femmes du monde du cheval. Ok. Et c'est une personne qui nous amène vraiment à reconnecter avec notre enfant intérieur, avec nos rêves, et à aligner notre entreprise à ça, en fait. Donc là, je suis en programme, je me fais coacher très régulièrement. Donc, il va y avoir plein de changements. Avant, j'étais dans un fonctionnement un petit peu classique. Les moniteurs indépendants fonctionnaient beaucoup par cours, à l'heure, des cartes, tout ça. Sauf que moi, tout ça, ça ne me correspond plus. Avec tout ce que j'apporte, je suis en train déjà de passer à des séances d'au moins 1h30. Je suis en train de... j'ai vraiment mis en place... j'ai vraiment mis sur le papier, en fait, quel était le processus qui se passait quand j'accompagnais une personne. Parce que maintenant, j'ai le recul nécessaire pour avoir conscience de qu'est-ce qui se passe et par quelle étape on passe. De façon à pouvoir proposer ça plus largement. Je suis en train aussi de mettre en place des accompagnements à distance. Et je réfléchis là, ça devrait sortir en juin, sur un accompagnement long, vraiment pour les personnes qui veulent une transformation encore plus profonde, on va dire, sur un accompagnement qui va mixer un petit peu du présentiel, du coaching en visio, par petits groupes, vraiment sur des femmes
qui ont les mêmes sensibilités, avec un peu de contenu en ligne aussi, des masterclass, voilà. Ah ouais, ok, donc plein de choses. Ouais. Qui vont arriver. Ouais. Quel avenir tu vois justement pour toute cette partie-là du monde équin? Est-ce que tu penses que ça va finir par rentrer dans les mœurs? Oui, alors au début, quand j'ai commencé à partir un peu en marge du monde du cheval classique, et pourtant, moi, j'étais déjà quand même dans une vision, dans le tourisme équestre, où on est déjà un peu les petits canards, le vilain petit canard du monde du cheval. Hein. Je l'ai bien vu dans ma formation classique en région parisienne. Hein. C'était vraiment... Voilà. Et au début, je me suis dit, mais ça n'existe pas en fait. Et puis, plus je suis allée dans cette voie, et plus j'ai rencontré de gens qui pensaient, alors pas comme moi, parce que c'est pas l'idée, mais qui avaient une vision, on avait une vision commune. Et là, notamment avec l'accompagnement que je fais, enfin pas que celui-là, mais celui que je fais en ce moment, je me rends compte qu'on est hyper nombreuses, plutôt des femmes, hein, à vouloir que ça change et à œuvrer pour plus. On n'est plus à lutter contre ce qu'on veut plus. Oui. Parce que ça, il y en a encore qui le font et c'est louable. Simplement, moi maintenant, j'ai envie de mettre mon énergie sur ce que je veux voir et pas sur ce que je veux plus voir. Et on est de plus en plus, en fait, à faire ça. Et je me rends compte que on est beaucoup. Bien sûr, on est bien moins que la majorité. Oui. Sur tous les plans. Hein. Enfin, ça c'est pareil, je veux dire, c'est sur tous les plans de nos vies, en fait, à tout niveau. Il y a un changement, pour moi, au niveau de la société qui s'opère, qui est vraiment profond, qui est clairement déjà... un rééquilibrage déjà au niveau de la place de l'homme et de la place de la femme et de la place de cette énergie féminine qu'on peut trouver aussi chez un homme. Hein. Les femmes, on est en train de reprendre notre souveraineté en fait. Et ça pour moi c'est l'avenir. et j'y crois à 1000%. On le verra peut-être pas. On verra. C'est peut-être nos enfants, nos petits-enfants, je sais pas, mais c'est en chemin et je vois de plus en plus de gens en chemin. Non, mais c'est vrai que ce soit sur le plan, si on parle vraiment que d'éducation, que ce soit sur le plan humain, le plan animal, on est en train de redéfinir un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut plus faire. Et on voit de plus en plus de gens qui se battent pour ça. Et c'est vrai que c'est marrant, entre guillemets, bien gros guillemets, de voir qu'on doit se bagarrer pour promouvoir l'éducation bienveillante, la compréhension. Et c'est vrai que ça paraît fou. Dans un épisode, là, il n'y a pas longtemps que j'ai sorti, je parlais d'une émission sur TF1 qui a défoncé l'éducation bienveillante canine en la résumant à, en gros, on éduque mal nos chiens et ils montent sur le canapé, c'est ça d'être bienveillant, tu vois. Voilà, du laxisme, mais vraiment à ça, quoi, du laxisme pur et dur, alors que c'est bien plus compliqué que ça. Bon, si jamais vous voulez en savoir plus, allez voir l'épisode sur l'éducation bienveillante versus coercitive. Et déjà, on en est à se battre sur ça. Donc, tous les petits trucs qui sont autour, j'imagine même pas le temps que ça va prendre, mais ça finira bien par... Ouais, moi je revois une scène avec mon chien. Ah, tu donnes des friandises à ton chien? Non, je fais pas que ça en fait, mais si tu savais, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Non, c'est pas que ça. Non. Et oui, et pour moi, le truc un petit peu, c'est que justement, on veut absolument faire changer les mentalités, et comme je disais, c'est louable. C'est dur, en plus. Mais souvent, on veut faire changer des gens qui sont pas prêts à changer. Oui, c'est ça, carrément. C'est clair. Et là, c'est des combats qui sont, pour moi, aujourd'hui en tout cas, qui sont vains, parce qu'on va mettre une énergie phénoménale à essayer de faire bouger des gens qui sont pas prêts à changer, alors qu'on peut déjà aller aider des gens qui sont prêts, mais qui savent pas vers qui se tourner. C'est clair que je vois là, justement, très récemment, j'ai ouvert la pension sûrement de... Je vous en dirai plus. Je l'ai dit à personne pour l'instant, mais parce que j'ai ouvert une pension animalière du coup sur la Lozère. Et en fait, c'est une pension familiale. Donc déjà, on passe de tout ce qui est boxe, etc., à famille. Et il y en a du monde qui cherche ce genre de choses. C'est vrai qu'il y en a énormément. Et même si c'est vrai qu'on a envie de dire non, n'allez pas enfermer vos chiens dans des boxes pendant des semaines, ils seront pas sortis, etc. Essayez de voir ça autrement et tout. Après, il y a des box qui sont très bien, avec des très bonnes balades, de la très bonne communication. Je pense notamment à Jean-Marc, un ami de Minoï, justement, qui est une pointure dans le monde canin. Mais c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire, dans le sens où c'est très dur d'ouvrir les yeux des gens qui n'ont pas envie, en fait. Hein, parce que s'ils l'ouvraient aussi, je pense qu'ils se prendraient une claque énorme de se rendre compte, ne serait-ce que de la maltraitance passive qu'on inflige à nos animaux. C'est impressionnant. Enfin, moi, la première, je veux dire, quand j'ai commencé ma formation comportementaliste équin, donc en 2021, quand j'ai enfin mis des mots sur mes ressentis,
que j'ai compris ce que mes chevaux me disaient tout le temps, en fait. Les postures, les attitudes. Là, je me suis dit, ouais, mais Anaïs, mais quelle merde tu as fait, pardon pour le mot. Mais je me suis dit, donc on passe par cette phase de culpabilité, on n'est pas tous prêts à l'assumer, en fait. Ouais, parce que la culpabilité, elle peut être violente. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Moi, je sais que je viens d'une famille où on avait des chiens à la ferme, parce que mon papa était paysan. Et tu vois, même lui, maintenant que je suis à fond là-dedans et tout, que je me forme en éduc, en plein de choses, il me dit, il comprend plein de choses, tu vois, même lui, et il y a plein de trucs, il me dit, ah, c'est vrai que ça, c'était peut-être pas nécessaire de faire comme ça. Ah, ça, c'était peut-être pas top, tu vois. Et j'ai dit, bah ouais, parce qu'en fait, tu te rends pas compte de... Et puis c'est normal, parce qu'on n'avait pas l'avancée aussi des connaissances qu'on a maintenant. Mais maintenant qu'on les a, allez, prenez-vous votre claque, rendez-vous compte qu'on fait beaucoup de mal aux animaux, et c'est parti. C'est ça, il faut transcender cette culpabilité parce qu'elle sert à personne, en fait. Non, carrément. Elle sert à personne, mais c'est vrai qu'il faut être prêt à assumer ça et dire, ok. Maintenant, je peux faire mieux. Maintenant, je sais que je peux faire différemment, donc j'y vais à fond, quoi. Ouais, c'est clair, carrément. J'espère que les gens vont finir par se tourner vers tout ça, parce que... Ils se tournent, déjà. Ouais, ils commencent bien à le faire, mais j'espère que à force, tout le monde va se tourner vers la compréhension, parce que, de toute façon, la clé pour comprendre une espèce, c'est la patience et d'essayer vraiment de lire, en fait, ce qui se passe chez eux, quoi. Alors, je sais pas, toi, comment c'est dans les cas. Nous, on a un petit peu de ressources de personnes qui s'y sont mis à s'atteler, à chercher vraiment la définition de certains comportements. Est-ce qu'il y en a un petit peu Alors oui, déjà, on voit, donc il y a de plus en plus d'éthologues connus. Ça fait une vingtaine d'années où vraiment tous les travaux de recherche ont été mis en lumière, en fait, et où on a pu comprendre... là où il fallait qu'on change des choses, mais il y a encore énormément de structures, surtout les structures, parce que dans un centre équestre, c'est tellement prenant dans comment les modèles, en fait, qui relèvent pour moi du passé, qui doit être au passé, mais qui sont quand même malgré tout encore actuels, c'est tellement une mécanique lourde qu'on a du mal à s'extraire de ça et à aller se former et à sortir de ça, en fait, sans que ça soit trop dur psychologiquement. Mais du coup, oui, il y en a beaucoup qui œuvrent pour ça. Il y a de plus en plus de personnes qui vulgarisent tout ça. Au niveau, par exemple, je parle des signaux d'apaisement. Donc ça, dans le chien... Dans le chien, il y en a, ouais. Voilà, il y a eu le premier un auteur, Thierry, je sais plus. Thierry Dregas. Ouais, voilà. Ouais. Et il y a une de ses élèves qui a fait un livre pour les chevaux. Ce livre a été traduit en français il y a seulement 1 an ou 2 ans. Et ouais, c'est vrai c'est tout frais. Hein. Ah ouais, c'est tout frais. C'est tout frais. Il y a certains pros. Moi, la personne qui m'a formée en comportement équin, c'était aussi formée avec une personne du Québec, si je ne me trompe pas. Donc, qui avait une autre approche aussi. Mais en France, voilà, il y a le monde du cheval par rapport à ça est encore plus à la ramasse que le monde du chien. Mais ça se voit peut-être pas forcément plus parce qu'on a plus de chiens. Enfin, les chiens sont dans nos vies, en fait. Ils sont dans nos foyers. Il y en a beaucoup. Le chien, il est dans notre foyer, donc c'est encore différent de la place du cheval. Mais oui, il y en a, mais c'est... Voilà, je dis, les signaux d'apaisement, ça fait à peine 2 ans que c'est traduit, quoi. Après, même si nous, c'est traduit et on commence à l'utiliser dans le monde professionnel, dans le monde plus tout public, on en est loin encore. Hein. Oui. Moi, c'est pour ça que je me suis formée aussi à PECRAM. Tu sais, c'est un programme, du coup, pour prévenir la morsure des chiens sur les enfants. Parce que c'est... Je pense en commençant, en discutant avec nos enfants, qu'on va réussir à faire bouger les choses correctement. Et les signaux d'apaisement, on essaie d'en parler un petit peu si on a le temps dans ce programme-là. Mais si tu demandes à plein de gens, oh, regarde, il me lèche, il adore. Non. Pas forcément. Attends, essaie de mieux comprendre, voir ce qu'il te raconte. C'est ça. Mais si, regarde, il tourne la tête pour que je le gratte. Oui, ou alors juste il tourne la tête parce qu'il veut que tu le laisses tranquille. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que le chien est dans le foyer, comme tu dis. Ou encore sur les signes d'apaisement, enfin moi j'ai énormément de personnes qui me disent bah oui, c'est les signes qui veulent dire qu'il est en train de se détendre. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Du coup, t'en as des ouvrages, tu connais des auteurs un petit peu dans le monde équin, justement sur le signe d'apaisement qu'on communique Oui, du coup, il y a, alors je ne vais pas écorcher son nom, mais donc la personne qui a fait ce livre, c'est Raquel Dreisma, qui fait aussi tout un travail sur l'olfaction du cheval, le travail olfactif, le flair du cheval. J'ai pas été plus loin là-dedans, mais ça a l'air passionnant. Donc sur les signaux d'apaisement, après il y a... Hélène Roche, qui est une éthologue qui est d'ailleurs dans le coin, connue et reconnue, qui travaille beaucoup, qui a beaucoup vulgarisé le clicker training
c'est le cheval, le medical training, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages aussi, qui sont des premières portes d'entrée intéressantes. Il y a d'autres livres dont j'ai plus le nom, mais qui restent presque philosophiques en fait. Voilà. Après, moi, il y a plein de choses que moi je mets en place déjà dans ma pratique pro, et où clairement un scientifique me dirait oui, mais c'est pas encore prouvé. Donc on peut pas. Oui. Voilà. Je dis oui, mais bon, on va quand même il y a des choses, il y a 10 ans, c'était pas prouvé, puis aujourd'hui, voilà. On les utilise quotidiennement. Moi, ma boussole, c'est de voir les réactions du cheval, le comportement du cheval. Et c'est lui qui dit en fait si on est dans le juste. Pas, Et ce qui est important, c'est d'être toujours prêt à se remettre en question. Alors pas constamment, parce que sinon, voilà. Mais l'idée, c'est de toujours être à l'écoute et de se dire ok, ça pour moi, ça fonctionnait comme ça, mais là, j'ai l'impression que c'est différent. Je vais peut-être quand même prendre un peu de recul sur la chose et sur ce comportement-là, et voilà, croiser avec d'autres infos, et voilà, mais voilà. Ouais. Bon, bah déjà, je vous mettrai un petit peu les livres dont on a parlé en description, comme ça vous aurez un petit peu de stock pour ceux qui sont intéressés d'aller en découvrir un petit peu plus. Donc on peut dire quand même que tu as fait un beau parcours, qui est encore en bonne évolution. Ouais. Qu'est-ce qui te fait vibrer le plus dans ces pratiques ? Ce qui me fait vibrer le plus, alors déjà, c'est le regard des chevaux. Ouais. Quand on commence à établir ce dialogue, cette communication subtile, de voir à quel point les chevaux nous regardent vraiment. Moi, ça a été un des déclics avec un de mes chevaux. Déjà, je me suis mise à communiquer différemment avec lui, et là, je me suis dit, ah mais ça y est, il me regarde vraiment en fait. Ça y est, on est vraiment ensemble. Alors que ça faisait des années que je l'avais. Ouais. Donc ouais, voir... en fait, moi, pour moi, les plus grandes victoires, c'est dans des choses qui paraissent infimes en fait. Ça va être juste une respiration, ça va être un regard, ça va être... Alors bon, chez les personnes, ça va être vraiment des émotions qui sortent, et des émotions qui sortent, ça... C'est pas systématique, mais il y a aussi forcément des pleurs. Ouais. Les pleurs libèrent. Hein. Et pour moi, ces moments-là, en fait, c'est magique, parce que je vois la personne se libérer, je vois la personne oser, s'autoriser. Et surtout les femmes. Et pour moi, c'est vraiment aller voir ces femmes s'autoriser à être qui elles sont, à s'autoriser leur sensibilité, et à relationner avec leur cheval comme elles en ont envie, elles, et pas comme le moniteur a dit, ou le livre a dit, ou l'influenceur a dit. Quoi. Ouais. Si tu avais un message à adresser aux cavaliers, qu'est-ce que tu leur dirais ? Prenez le temps. Du temps. Revenez toujours à votre respiration. Dans tout ce que vous faites. Dès que vous sentez que ça s'emballe, revenez à votre respiration, à votre corps. Et alors, plus aux femmes, mais je vois beaucoup de femmes qui se culpabilisent, qui se disent ouais, mais ce cheval, il pourrait faire tant d'autres choses s'il était avec quelqu'un d'autre que moi. Est-ce que je suis vraiment à la hauteur de lui ? Et j'ai vraiment envie de dire que chaque animal, mais bon, chaque cheval, du coup, vu que c'est plus mon cœur de cible. Merci. Chaque cheval est là dans votre vie, mais c'est pas pour rien en fait. Il y a toujours un message, il y a toujours un cadeau derrière chaque enseignement. C'est vraiment une conviction que j'ai aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, qu'il y a toujours un cadeau derrière, et que le cheval, il est toujours avec vous. Il est toujours là où il doit être en fait. Et vous aussi en fait. Et faites-vous confiance. Mais écoute, en tout cas, Anaïs, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci d'avoir partagé ton expérience et de t'être livrée, là on peut dire que c'est le cas en entière pour le podcast. Ça nous a fait vraiment plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous mettrai donc du coup, comme je vous le disais en description, tous les détails pour pouvoir retrouver Avec Intuition sur les réseaux sociaux, le site web, enfin voilà, un maximum de choses. J'espère que ça aura été une bonne expérience pour toi aussi. Ouais, super. Ouais, ça fait du bien de parler et de se livrer un peu aussi. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, et ça fait du bien de
de pouvoir échanger avec des personnes qui ont des sensibilités communes en fait. Et comme je te dis, de voir qu'en fait on est plein. Carrément. Moi c'est un peu ma thérapie ce Ouais. podcast, c'est un peu retrouver l'espoir justement de la bienveillance, de l'écoute, de la compréhension avec et tu verras interespèces. tu vas en trouver de plus en plus. J'espère. Ouais. Parce que j'ai besoin de plein de sujets. Ouais. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Non, c'est clair, il y a de quoi faire. Et il y a des acteurs dans chaque filière qui bougent les choses et qui sont en route. Non, mais carrément. Mais écoutez, merci à tous d'avoir écouté le podcast. On se retrouve bientôt pour un tout nouvel épisode. Pensez à vous abonner parce que je vous vois, vous êtes plein et vous vous abonnez pas et du coup vous serez pas au courant des prochains épisodes, ce qui est scandaleux. Pensez à nous laisser des étoiles, des likes, des commentaires si vous avez envie de poser des questions à Anaïs, on y répondra, on restera à l'affût dans les commentaires. Et puis à bientôt. Bye bye. Merci. Merci. Bye.